Je m'appelle Jake. Jai, 34 ans, et j'exerce un métier qui ne figure sur aucune liste de métiers conventionnels. Je n'ai ni carte de visite, ni plan de retraite, ni assurance vie. Ironiquement, cette dernière serait la plus utile, compte tenu des risques auxquels je suis confronté. Je suis un chasseur. Pas des animaux, mais des choses dont la plupart des gens croient qu'elles n'existent que dans les films d'horreur et les contes de fées sombres. C'était le 30 mars 1995. Je logeais dans un motel en bordure de route, à la périphérie de Cedar Grove, un village du Midwest dont la population est inférieure à celle d'une centre commercial en semaine. La pièce sentait la moisissure et le désinfectant bon marché, mais c'était mieux que mon dernier bureau, la banquette arrière de ma voiture, fidèle compagnon d'innombrables nuits d'éveil. J'étais en train de terminer des notes sur mon cas précédent, un poltergeist particulièrement méchant dans une ferme à une centaine de kilomètres de là, lorsque le téléphone a sonné. Les appels à 6h43 du matin apportent rarement de bonnes nouvelles. J'ai répondu, m'attendant à entendre parler d'une autre disparition inexpliquée, ou peut-être d'un décès que le coroner local ne pouvait pas expliquer. C'était le père Thomas, de la paroisse St. Michael's à Millfield, une petite ville située à environ 1 heure de chez moi. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt lorsqu'il avait été témoin de quelque chose que sa foi orthodoxe ne pouvait expliquer lors d'un exorcisme bâclé. Depuis, il est devenu l'un de mes rares contacts de confiance, un homme qui a parcouru la frontière délicate entre la foi traditionnelle et la connaissance qu'il existe des choses bien plus anciennes et plus dangereuses que les démons décrits dans la Bible. Le père Thomas n'était pas du genre à faire des appels occasionnels. S'il m'appelait, c'était qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il a parlé d'une confession qu'il avait reçue la veille. Une jeune femme nommée Rebecca Mason, nouvellement mariée il y a 6 mois avec un homme nommé Eric Sullivan, qui avait déménagé à Millfield il y a environ 8 mois. Au début, tout semblait normal, une romance typique d'une petite ville. Eric était charmant, travailleur et a rapidement conquis non seulement Rebecca, mais toute la communauté. Il a trouvé un emploi à la scierie locale, allait à l'église le dimanche, et a même proposé de réparer le toit de la salle paroissiale. Le mariage était une fête pour toute la ville. Mais au cours des 2 derniers mois, a déclaré Rebecca, Eric avait changé. Cela a commencé par de petites choses, une irritabilité inhabituelle, un appétit accru, une préférence pour les viandes presque crues. Plus tard, elle a remarqué qu'il partait parfois au milieu de la nuit, ne revenant que tôt le matin avec des vêtements déchirés et sales, invoquant l'insomnie et se promenant pour se vider l'esprit. Dernière pleine lune, Rebecca s'est réveillée seule dans son lit à 3 heures du matin. Inquiète, elle s'est dirigée vers la fenêtre et a vu Eric dans le jardin, debout au clair de lune, regardant simplement le ciel. Elle se serait recouchée sans un détail troublant. Eric était complètement nu, malgré la température proche de 0, et son corps avait l'air différent, déformé d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer précisément. Le lendemain, Rebecca trouva d'étranges empreintes de pas dans le jardin, trop grandes pour appartenir à un animal domestique et suffisamment profondes pour suggérer quelque chose de lourd. Lorsqu'il a interrogé Eric, il est devenu sur la défensive, puis agressif, ce qui sort complètement de son comportement habituel. Il lui a même saisi le bras assez fort pour laisser des marques qu'elle a montrées au père Thomas. Plus inquiétant encore, la prochaine pleine lune aurait lieu cette nuit-là. Thomas n'a pas eu besoin d'expliquer pourquoi il m'a contacté. Au cours de mes 12 années de chasse aux créatures surnaturelles, j'étais devenu un expert dans certaines conditions, et les transformations lunaires figuraient en tête de ma liste d'expertise. Le prêtre n'a pas prononcé le mot, craignant probablement d'être considéré comme fou ou trop superstitieux, même pour un homme de foi. Mais il n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux ce qu'il soupçonnait, loup-garou, l'un des prédateurs surnaturels les plus anciens et les plus dangereux. Jai promit au prêtre que j'arriverais à Millfield avant la nuit. Jai raccrochait et Jai commençait à préparer mon matériel. Dans mon coffre spécialement modifié, je gardais un arsenal qui rendrait jaloux une unité tactique d'élite, même si mes armes avaient des objectifs très précis. Pour ce cas particulier, le compartiment inférieur gauche contenait le nécessaire mon revolver. 357 Colt Python et une boîte de munitions spéciales. Chaque balle a été façonnée à la main. Un processus méticuleux que j'ai appris d'un vieux chasseur hongrois. Le noyau d'argent n'était qu'une partie du secret, la véritable efficacité venait de la substance dont j'avais imprégné les balles, le fléau du loup, également connu sous le nom de chapeau de moine ou de racine du diable. Une plante extrêmement toxique pour l'homme, mais absolument mortelle pour les lycanthropes. J'ai également préparé une trousse de premiers secours modifiée,
contenant parmi les objets communs des objets spécifiques pour les attaques de créatures surnaturelles, de sutures spéciales pour les blessures causées par les griffes, une pommade antiseptique mélangée à des herbes qui inhibent les infections surnaturelles, et une petite fiole d'argent liquide, une substance extrêmement rare et coûteuse qui, lorsqu'elle est appliquée sur les blessures causées par un loup-garou, peut empêcher la transmission de la malédiction. Après avoir vérifié mon équipement, j'ai pris une douche rapide, et je me suis habillé pour le travail, un pantalon en toile résistant, de hautes bottes de randonnée, une chemise en flanelle sous un gilet tactique léger que j'ai déguisé, en tenue décontractée mais qui avait des poches stratégiques pour tout ce dont je pourrais avoir besoin en cas d'urgence. Enfin, j'ai mis mon amulette, un ancien symbole nordique de protection sculpté en argent, offert par mon mentor avant sa mort dans les griffes de quelque chose qui ne devrait pas exister. Quand j'ai quitté le motel, le soleil était déjà complètement levé au-dessus de l'horizon. La réceptionniste n'a même pas levé les yeux de son magazine lorsque je lui ai remis la clé. Gens comme moi apprennent à passer inaperçus, à exister en marge de la société normale. Moins ils se souviennent de moi, mieux c'est. Le trajet jusqu'à Millfield a duré un peu plus d'1 heure. Le paysage a progressivement changé, passant de fermes rapprochées et de champs ouverts à des zones plus boisées, avec de douces collines, qui finiraient par se transformer en montagnes à l'est. C'était un cadre magnifique. Avec cette qualité éthérée du début du printemps, les arbres commençaient à bourgeonner, les dernières traces de neige fondant en taches blanches occasionnelles. Un endroit parfait pour se cacher, si vous étiez une créature qui avait besoin de solitude et d'espace pour vos transformations. Millfield a émergé comme beaucoup de petites villes américaines, une rue principale avec des commerces essentiels, quelques rues résidentielles qui en partent, et l'incontournable église, avec son clocher visible de partout dans la ville. L'église Saint-Michel était un bâtiment en pierre modeste mais bien entretenu, avec des vitraux colorés qui scintillaient sous le soleil de l'après-midi. Le père Thomas m'attendait sur le perron. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grissures, les tempes, avec des yeux qui portaient le poids de vérité que la plupart de ses paroissiens ne pouvaient pas comprendre. Nous nous sommes salués par une poignée de mains fermes. Sans embrassade ni sourire, nos rencontres précédaient toujours la violence et le danger. À l'intérieur de l'église, dans son simple bureau, il m'a donné les derniers détails, l'adresse de la maison de Rebecca et Eric, le plan de la propriété, un petit ranch à la périphérie de la ville, partiellement entouré de bois, et des informations sur Eric qu'il avait discrètement obtenues. L'homme n'avait aucune famille connue dans la région, prétendant être originaire du Montana, mais personne n'a jamais vraiment vérifié. Il était physiquement impressionnant, grand, fort, le genre d'homme, bâti par des années de dur labeur physique. Thomas a également mentionné quelque chose d'inquiétant: 3 rapports faisant état d'animaux de ferme morts au cours des 2 derniers mois, tous les soirs de pleine lune. Les morts avaient été attribués à des coyotes ou peut-être à un cougar occasionnel, mais le carcasse était partiellement dévoré d'une manière que les chasseurs locaux considéraient comme inhabituelle. Quand j'ai posé des questions sur Rebecca, le prêtre a hésité. Elle avait peur, dit-elle, mais aussi dans le déni. Jaime et Eric, ou du moins l'homme que je croyais qu'il était. Elle séjournait temporairement au presbytère, sur l'insistance de Thomas, qui se disait inquiet de son état émotionnel. Le plan était simple: j'attendrais près de la maison du couple avant la nuit. Si Eric était vraiment un lycanthrope, il irait chasser la nuit de pleine lune. Je le suivrais, confirmerais mes soupçons, et si nécessaire, l'éliminerais. S'il était juste un homme avec des habitudes étranges et un mauvais caractère, eh bien, je partirais tranquillement, et Rebecca devrait faire face à ses problèmes conjugaux comme tout le monde. Mais je savais, et je pense que Thomas aussi, que la deuxième option était peu probable. Les signes étaient trop clairs, le schéma trop familier. La pleine lune révélerait la vérité comme elle le fait toujours. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, je me préparais pour une autre nuit de chasse. L'adrénaline commençait déjà à couler dans mes veines, comme toujours avant une confrontation. C'est une drôle d'addiction, ce boulot. Dangereux, solitaire, rarement reconnu. Mais il faut que quelqu'un soit en première ligne entre le monde normal et l'obscurité qui l'entoure. Et cette nuit-là, je serais à nouveau ce quelqu'un. J'ai garé ma voiture à environ un demi-kilomètre de la propriété du couple, sur un chemin de terre partiellement caché par des arbres. L'emplacement était parfait, suffisamment proche pour rentrer rapidement à la maison si nécessaire, mais suffisamment éloigné pour ne pas s'alerter un odorat éventuellement accru. Les lycanthropes, en particulier la nuit de la transformation, ont des sens accrus qui font paraître limités les meilleurs chiens de chasse. Équipé de jumelles de vision nocturne, de mon revolver avec des balles Wolfsbane,
d'un couteau en argent dans ma botte et d'un spray d'essence Wolfsbane dilué pour masquer mon odeur humaine. Jai marchait prudemment à travers les bois jusqu'à trouver un point d'observation approprié. Un petit dénivelé naturel à environ 200 mètres de la maison me permettait d'avoir une vue dégagée sur la propriété sans trop m'exposer. La maison était modeste, un ranch en bois d'un étage avec un porche, une petite grange sur la droite et une grande cour qui se terminait là où commençait la forêt dense. Le pick-up Ford F-150 d'Eric était garé dans l'allée en gravier. De la fumée sortait de la cheminée, indiquant qu'il était chez lui, probablement en train de se préparer pour le dîner. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et violettes. Dans quelques heures, la pleine lune se lèverait pleinement. L'attente est toujours la partie la plus dure de la chasse, ces heures lentes où chaque bruit dans la forêt semble important, chaque mouvement dans les fenêtres éclairées semble suspect. Mais la patience est une vertu que Jai a appris à cultiver. Les créatures surnaturelles existent depuis des siècles, parfois des millénaires. Vous pouvez attendre moi aussi. Vers 8 heures du soir, j'ai vu Eric sortir sur le porche. Même de zil pas loin, je pouvais remarquer quelque chose de différent dans sa posture, une agitation animale, comme celle d'Auntie Green Cage. Il fuma une cigarette, levant constamment les yeux vers le ciel encore sans lune, puis rentra à l'intérieur. À travers les fenêtres éclairées, je regardais sa silhouette se déplacer de pièce en pièce, agitée, erratique. À 9h30, la lune commença enfin à se lever derrière les arbres. C'est à ce moment-là que les lumières de la maison se sont éteintes. Jai aiguisait mon attention. 10 minutes plus tard, la porte arrière s'ouvrit et Eric sortit. Il était complètement nu, comme Rebecca l'avait décrit, apparemment insensible, au froid de la nuit. Il marcha délibérément jusqu'à la lisière du bois, puis s'arrêta, comme s'il attendait quelque chose. La lune montait plus haut, baignant la clairière d'une lumière argentée. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Même après toutes ces années de chasse, la transformation d'un lycanthrope reste l'un des spectacles les plus horribles et fascinants auxquels j'ai jamais assisté. Cela a commencé avec Eric tombant à genoux, son dos se cambrant à un angle impossible. Ses bras et ses jambes se contractèrent, ses os se brisant et se reformant sous une peau tendue comme du caoutchouc. Le visage, c'est toujours la partie là, plus inquiétante, s'allongeait en un museau, la bouche humaine se déchirant pour accueillir les crocs grandissants alors que les cris d'agonie se transformaient progressivement en hurlements. Des cheveux noirs poussaient partout sur son corps désormais massivement élargi. Les mains se transformèrent en griffes mortelles, capables de déchirer l'acier. Une fois la transformation terminée, la créature qui était autrefois Eric Sullivan se tenait sur ses pattes arrière, atteignant plus de 2 mètres de hauteur. Un loup-garou en pleine forme, non pas l'hybride pathétique des films hollywoodiens, mais un parfait prédateur, combinant la force brute et les instincts d'un loup avec l'intelligence résiduelle d'un homme. La créature renifla l'air nocturne, puis rejeta la tête en arrière et poussa un long hurlement à glacer le sang qui fut sûrement entendu même dans la ville. N'importe quel résident local l'attribuerait probablement à un coyote particulièrement gros, sans jamais imaginer la véritable source. Le loup-garou commença à se déplacer, d'abord sur 4 pattes, courant en cercle de plus en plus large autour de la propriété, comme pour établir son territoire. Après quelques minutes de ce comportement, il s'arrêta brusquement, releva la tête et renifla à nouveau l'air. Quelque chose avait retenu son attention. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué du mouvement sur la route, les phares d'une voiture qui approchait. Mon cœur s'est accéléré. Qui viendrait chez Eric à cette heure-là de la nuit? La voiture s'est arrêtée à l'entrée, et une silhouette en est sortie. Rebecca. Même dans la pénombre, je l'ai reconnue d'après la description du père Thomas Petite, cheveux longs, mouvements gracieux. Que faisait-elle là? Pourquoi avait-il quitté la sécurité du presbytère précisément dans la nuit de pleine lune? La réponse est venue avec son prochain comportement. Elle se dirigea avec détermination vers la porte d'entrée, sortit une clé de sa poche et entra. Les lumières se sont allumées quelques instants plus tard. Elle ne s'était pas enfuie simplement. Par peur, elle était partie par précaution, et maintenant elle revenait, pensant probablement que ses soupçons n'étaient que de l'imagination. Peut-être avait-elle même prévu de surprendre son mari à son retour. Le loup-garou était resté complètement immobile, observant la maison désormais éclairée. Je pouvais pratiquement voir les engrenages tourner derrière ses yeux jaunes, inhumains. L'intelligence humaine était toujours là, à un certain niveau, pour reconnaître l'épouse. Mais la bête dominait désormais, et pour la bête, elle n'était qu'une autre proie. Avec un grognement sourd,
Le loup-garou commença à s'approcher de la maison, se déplaçant avec un but délibéré. Il n'y avait plus de temps pour l'observation. Si je n'agissais pas rapidement, Rebecca ne serait qu'une autre victime de mon long catalogue d'arrivées trop tard. J'aille dévaler la pente en courant, en restant bas et en utilisant les arbres comme abri. Le loup-garou était tellement concentré sur la maison qu'il n'a pas remarqué mon approche. Au moment où j'atteignais la lisière du bois, la créature avait déjà atteint le porche arrière. Jai sortit mon revolver et j'ai visé. La distance était d'environ 30 mètres, un tir difficile même dans des conditions idéales, et c'était loin d'être le cas. Mais je ne pouvais pas m'approcher sans risquer d'être détecté. Jai prit une profonde inspiration, Jai stabilisait ma main, et j'ai appuyé sur la gâchette. Le bruit du coup de feu déchira le silence de la nuit. La balle a touché le loup-garou sur le côté, pas un coup mortel, mais suffisamment pour détourner son attention de la maison. La créature hurla de douleur et de rage, se tournant vers le tir à une vitesse impressionnante. Nos regards se sont croisés au loin et j'ai vu une reconnaissance dans ses yeux embrépasses de moi en particulier, mais de ce que je représentais. Un chasseur. Une menace. La blessure qui causerait de l'agonie à un humain normal n'a fait qu'enrager la bête. Avec un rugissement assourdissant, il abandonna tout intérêt pour Rebecca et chargea vers moi. La vitesse d'un loup-garou est quelque chose dont il faut être témoin pour vraiment comprendre. En quelques secondes, il a parcouru la moitié de la distance qui nous séparait. Jai encore tiré. La balle a touché son épaule, le ralentissant momentanément mais ne l'arrêtant pas. Je me suis retiré dans les bois, cherchant une certaine protection dans les arbres contre les griffes et les crocs qui avançaient rapidement. Le plan initial était de le tuer à distance, sans confrontation directe. Ce plan a été officiellement abandonné. Jai ranger le revolver tiré en courant serait inutile, et je me suis concentré pour gagner de la distance. Il ne s'est pas enfui par lâcheté, j'avais besoin d'espace pour préparer ma défense. Les bruits de poursuite derrière moi étaient terrifiants, des branches qui craquaient, des grognements furieux, le bruit sourd de pattes monstrueuses contre le sol de la forêt. N'importe quelle personne ordinaire aurait succombé à la panique, mais après des années à chasser des créatures comme celles-ci, Jai a appris à transformer ma peur en hyperconcentration. J'atteignis une petite clairière et m'arrêtai brusquement, me tournant vers mon poursuivant. Quelques secondes plus tard, le loup-garou éclata à travers les arbres, ses yeux reflétant le clair de lune comme des lampes démoniaques. Du sang noir coulait des blessures que je lui avais infligées, mais il semblait à peine les remarquer. La créature avançait en ligne droite, confiante dans sa supériorité physique. Jai attendu la dernière seconde possible, puis je me suis jeté sur le côté. Le loup-garou s'est précipité devant moi, ses griffes grattant mon épaule gauche, déchirant les tissus et la peau. La douleur était immédiate et intense, mais l'adrénaline la maintenait gérable. Alors que la bête ralentissait pour changer de direction, j'ai de nouveau dégainé le revolver. Jai visé avec précaution et j'ai tiré, le touchant à la jambe arrière. Le tueur de loup dans la balle commençait à faire effet, le loup-garou hurlait de douleur réelle cette fois, et ses mouvements devenaient visiblement plus raides. Mais la créature était loin d'être vaincue. S'adaptant rapidement à la nouvelle situation, elle a changé de tactique, m'entourant au lieu d'attaquer directement. Son comportement devint plus calculateur, plus humain, un signe dangereux. Plus un lycanthrope reste transformé longtemps, plus l'intelligence humaine réintègre sa forme bestiale, créant un prédateur avec le pire des deux mondes. Je gardais le revolver pointé, tournant lentement pour suivre son mouvement circulaire. Nous étions dans une impasse temporaire, je ne pouvais pas fuir, et il était trop prudent pour attaquer de nouveau de front. Le silence fut rompu par un cri lointain. Rebecca a dû entendre les coups de feu et être partie enquêter une erreur potentiellement fatale. Le loup-garou tourna la tête vers le son, momentanément distrait. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Jai tirait 2 fois de suite. La première balle a touché sa poitrine, la seconde son cou. La créature recula en titubant, grognant de douleur et de fureur. La tueloupe contenue dans l'esbal l'affectait désormais clairement. Son corps massif tremblait, alors que le poison se propageait dans son organisme. Mais un loup-garou blessé est encore plus dangereux qu'un loup en bonne santé. Dans une dernière attaque désespérée, il s'est précipité vers moi. Il n'y avait pas de temps pour dévier complètement. La collision nous a fait tomber tous les deux, et nous avons roulé sur le sol de la forêt dans une étreinte mortelle. Le poids de la créature était écrasant, ses griffes déchirant mon pelage et la peau en dessous. Son haleine chaude et fétide, sentant la viande crue et le sang, était à quelques centimètres de mon visage tandis que ses mâchoires tentaient d'atteindre ma gorge. J'ai utilisé mon avant-bras pour éloigner ses crocs, sentant mes muscles protester,
sous l'immense pression. De ma main libre, je cherchais désespérément le revolver tombé pendant notre combat. Mes doigts touchèrent le métal froid du pistolet, mais il était hors de portée. Le loup-garou, réalisant mon intention, intensifia ses efforts, brisant presque ma défense. C'est alors que je me suis souvenu du couteau en argent dans ma botte. D'un mouvement rapide, j'ai plié mon genou, et j'ai attrapé la lame cachée. D'un seul, mouvement fluide. J'ai dirigé le couteau vers le haut, l'enfonçant profondément dans l'abdomen de la bête. L'effet fut immédiat et spectaculaire. L'argent, la deuxième plus grande faiblesse d'un lycanthrope après le fléau-loup, brûlait la chair, au surnaturel comme de l'acide. Le loup-garou hurla de douleur et recula automatiquement. Jen ait profité pour m'éloigner, récupérant au passage mon revolver. La créature a arraché le couteau de son corps avec une seule griffe et l'a jeté. La blessure fumait littéralement, l'argent réagissant avec son essence surnaturelle. Mais même avec tous les dégâts subis 3 tirs de balle Wolfsbane et un coup de couteau en argent, le loup-garou était toujours debout, toujours déterminé à tuer. Je me relevai avec difficulté, sentant les blessures sur mon épaule et ma poitrine me brûler. Le loup-garou et moi nous regardâmes pendant un long moment, tous deux blessés, évaluant tous deux nos chances. Puis, juste au moment où je pensais qu'elle allait reculer pour récupérer, la créature a fait quelque chose de complètement inattendu. Il a parlé. Pas avec des mots clairs, sa gorge transformée ne le permettait pas, mais avec des sons gutturaux qui formaient une effrayante approximation du langage humain. Rebecca, grogna-t-il, les sons déformés mais compréhensibles. Cette manifestation d'humanité m'a pris au dépourvu. D'après mon expérience, les loups-garous dans leur première transformation maintiennent rarement autant de contrôle. Eric Sullivan n'était pas un nouveau venu dans cette malédiction. Il s'était transformé auparavant à plusieurs reprises et avait appris à maintenir une partie de sa conscience humaine, même sous forme bestiale. Je n'ai pas eu le temps d'assimiler pleinement cette révélation. La créature, sentant peut-être mon hésitation momentanée, lança une dernière attaque désespérée. Cette fois, c'était prêt. Jai attendu la dernière seconde, puis je suis tombé à genoux, pointant le pistolet vers le haut alors que le loup-garou passait au-dessus de moi. Jai appuyait sur la gâchette. La dernière balle de Wolfsbane entra dans la mâchoire inférieure du loup-garou et traversa son crâne. La créature tomba lourdement à côté de moi, son corps massif frissonnant dans de violents spasmes alors que le poison et l'argent faisaient leur travail, détruisant la malédiction de l'intérieur. Je me levai lentement, gardant une distance de sécurité tandis que je regardais la transformation inverse commencer. Le clair de lune illumina de façon grotesque le processus, les poils reculèrent dans la peau, les os se craquaient et se reformaient, le corps rétrécissait progressivement. Une fois terminé, Eric Sullivan gisait nu sur le sol de la forêt, son corps humain marqué par les blessures qu'il avait subies sous sa forme de loup-garou. Ses yeux, redevenus humains, fixaient le ciel nocturne sans voir. Le silence qui suivit fut brisé par des pas précipités qui approchaient. Rebecca nous avait retrouvés, suivant le bruit de notre bataille. Je me suis préparé à l'inévitable cri d'horreur lorsqu'elle a vu le corps de son mari. Le cri de Rebecca déchira le calme de la forêt. Elle courut vers le corps de son mari et tomba à genoux à côté de lui. Le sang tacha ses mains lorsqu'elle toucha le visage d'Eric, ses épaules tremblantes de sanglots incontrôlables. Jai gardait une distance respectueuse, mon revolver désormais dans son étui. La menace était passée, mais le danger émotionnel ne faisait que commencer. Après quelques minutes, Rebecca m'a regardé. Ses yeux étaient rouges, mais étonnamment, au sexe à présent. Sur son visage, une expression que j'ai bien reconnue, le choc initial, laissant place à une compréhension stupéfaite. Je me suis présenté formellement, expliquant que le père Thomas m'avait appelé par souci pour sa sécurité. Jai expliquait ce qu'était Eric, ce qu'il était devenu, un loup-garou, un prédateur surnaturel qui, cette nuit-là, l'aurait certainement tué sans mon intervention. Je lui ai parlé de mon travail de chasseur de créatures surnaturelles, de la façon dont j'avais suivi Eric et été témoin de sa transformation. À ma grande surprise, Rebecca n'a montré aucune incrédulité. Au lieu de cela, elle hocha lentement la tête tout en fixant le corps de son mari. Elle le savait déjà, elle l'avait compris bien avant le père Thomas, avant même sa confession à l'église. Des petits signes que vous avez remarqués, mais que votre esprit rationnel a essayé d'expliquer par d'autres moyens. L'appétit vorace pour la viande presque crue, agressivité croissante autour de la pleine lune, les absences nocturnes et les vêtements déchirés et ensanglantés qu'il essayait de cacher. Sa révélation suivante fut encore plus troublante. Rebecca soupçonnait qu'Eric était déjà un loup-garou
Lorsqu'elle l'avait rencontré, qu'il était venu délibérément à Millfield, à la recherche d'un endroit isolé pour vivre sa malédiction à l'abri des regards indiscrets. Le charme, la romance, rapide, le mariage précipité. Tout cela fait partie d'une façade soigneusement construite pour s'établir dans la communauté. Pendant que nous parlions, Jay commençait à soigner mes propres blessures avec la trousse de premier secours que j'avais toujours sur moi. Les égratignures sur mon épaule et ma poitrine étaient profondes mais ne mettaient pas ma vie en danger. Il avait déjà survécu à pire. Rebecca a observé silencieusement ma procédure experte, puis m'a proposé de l'aide pour les blessures au dos que je ne pouvais pas atteindre. Ses mains étaient fermes, malgré tout ce dont il avait été témoin. Lorsque nous avons terminé, nous sommes confrontés au problème pratique immédiat, le corps. Jay expliquait à Rebecca que nous ne pouvions pas simplement appeler la police. Un corps présentant des blessures causées par des balles d'argent et de l'aconite, ainsi que des signes visibles de transformation qui persistent même après la mort, restes de griffes rétractées, dents partiellement allongées, cheveux noirs à des endroits inhabituels soulèveraient des questions auxquelles il est impossible de répondre. Rebecca m'a encore surpris par son calme. Il suggéra un endroit au fond de la forêt, un ravin isolé où personne n'irait. Il connaissait l'endroit lors de précédentes randonnées avec Eric, ironiquement. Ensemble, nous avons traîné le lourd corps du loup-garou mort à travers la forêt. C'était un travail épouvantable, mais nécessaire. Rebecca ne pleurait plus. Ses larmes semblaient définitivement sécher. Lorsque nous avons atteint le ravin, une gorge étroite entre deux formations, rocheuses, avec un ruisseau en dessous, nous avons préparé le corps selon la tradition que Jay a prise il y a des années. Jay retirait la dernière balle de tueloupe de son crâne, et j'ai placé une pièce d'argent dans chaque île, un ancien rituel destiné à empêcher l'esprit du lycanthrope de revenir. Ensuite, Jay recouvert le corps de feuilles et de brindilles sèches. C'est Rebecca qui a suggéré d'allumer le feu. J'hésitais, un incendie de forêt pourrait attirer l'attention, mais elle a insisté. J'avais besoin de voir tout ça se terminer, dit-il. Je devais m'assurer qu'il était vraiment parti. Jay acceptait, en prenant des précautions pour contrôler la flamme. Avec l'accélérateur de mon kit, le corps a pris feu rapidement. Nous nous tenions côte à côte, regardant les flammes consumer ce qui était autrefois Eric Sullivan. L'odeur était terrible de la chair brûlée mélangée à quelque chose de plus âcre, quelque chose d'un autre monde en train d'être détruit. Rebecca n'a pas détourné le regard d'une seule fois. Lorsqu'il ne restait plus que des cendres, je les dispersais dans le ruisseau en contrebas, complétant ainsi la dispersion. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsque nous quittions la forêt. La pleine lune avait complété son arc dans le ciel et disparaissait maintenant à l'horizon ouest. La camionnette d'Eric était toujours garée dans l'allée, un symbole de normalité qui semblait désormais absurdement déplacé. Rebecca a demandé quelques minutes pour entrer et récupérer ses objets personnels. J'ai attendu dehors, vigilant, par habitude, même si je savais que le danger immédiat était passé. À son retour, elle ne portait qu'une petite valise. Il laisserait le reste derrière lui, a-t-il dit. Hélène ne voulait pas que quelque chose lui rappelle sa vie avec Eric. Comme convenu, je l'ai emmené chez ses parents, dans une ville voisine, à une 50aine de kilomètres de Millfield. Pendant le trajet dans ma voiture, Rebecca est stressée, silencieuse, regardant par la fenêtre le paysage qui prenait des couleurs avec le lever du soleil. Finalement, il a parlé de son avenir, il retournerait à l'école. Peut-être qu'il déménagerait dans un autre état. Il recommencerait. Jay finalement demandé si elle avait aimé Eric. La question était entre nous depuis le début. Rebecca est restée silencieuse si longtemps que je ne pensais pas qu'elle répondrait. Puis, d'une voix basse mais ferme, il a avoué que oui. Il avait aimé l'homme qu'il pensait être. Mais maintenant, il se demandait si cet homme avait réellement existé, ou s'il n'était qu'une masque habilement confectionnée par un prédateur. Nous sommes arrivés chez les parents de Rebecca peu après l'aube. C'était une ferme modeste, avec une grange rouge et une grande cour devant. Son père est apparu sur le porche dès que la voiture s'est garée, probablement réveillée par l'arrivée. Inattendu. L'air de surprise sur son visage a vite fait place à l'inquiétude lorsqu'il a vu l'état de sa fille. Rebecca m'a demandé d'attendre dans la voiture pendant qu'elle parlait à ses parents. J'ai vu leur conversation sur le balcon à travers la fenêtre, les gestes, les câlins, leurs expressions choquées. Une version éditée de la vérité, certainement. Quelques minutes plus tard, son père s'est approché de la voiture et m'a invité à monter, me remerciant à plusieurs reprises d'avoir aidé sa fille sans préciser exactement comment. À l'intérieur de la maison, j'ai pris un café avec la famille pendant que Rebecca prenait une douche. L'histoire officielle qu'elle a racontée était que Eric était devenu violent.
que j'étais une amie du père Thomas qui l'avait aidé à s'enfuir, assez proche de la vérité pour être durable. Le père de Rebecca a parlé de donner une leçon à ce salaud, mais je lui ai assuré que Rick n'était plus une menace, qu'il était parti en ville pour de bon. Quand Rebecca revint, elle ressemblait à une personne différente, cheveux mouillés, vêtements propres, l'air de quelqu'un qui avait laissé un poids énorme derrière elle. Nous sommes dit au revoir brièvement, avec une poignée de main formelle qui s'est transformée en une étreinte inattendue. Elle m'a murmuré merci à l'oreille et a glissé une enveloppe dans ma poche. Elle découvrira plus tard qu'il contenait de l'argent, tout ce qu'elle avait réussi à rassembler. Paiement des services fournis. Avant de partir, j'ai demandé à Rebecca si elle savait quelque chose sur le passé d'Eric. Des informations sur d'où il venait réellement ou sur comment il était devenu un loup-garou. La réponse était non. Mais elle a mentionné une boîte métallique verrouillée qu'Eric gardait au sous-sol où il gardait des documents importants. Je n'avais jamais eu accès au contenu. Après avoir dit au revoir à la famille, je suis retourné à la maison du couple. Je devais cocher cette case. Des informations sur d'autres lycanthropes possibles seraient précieuses pour les chasses futures. L'endroit était exactement tel que nous l'avions laissé, calme et apparemment normal à la lumière du matin. Jai trouvait facilement la boîte en métal au sous-sol. La serrure représentait moins un défi pour mes compétences. Le contenu s'est avéré dérangeant, même pour quelqu'un habitué au surnaturel. Il y avait 2 fausses cartes d'identité avec des noms différents, toutes avec la photo d'Eric. Des coupures de journaux faisant état d'attaques des animaux sauvages dans plusieurs petites villes du pays, remontant à 20 ans. Des photographies de femmes, 6 d'entre elles prises à leur insu, chacune marquée d'une date. Rebecca était 7e. Les dates antérieures coïncidaient à peu près avec les attaques contre les coupures de presse. Encore plus révélateur était un journal intime, écrit avec une écriture dense et inclinée. Les premières entrées remontaient à 1975, suggérant qu'Eric était beaucoup plus âgé qu'il ne le paraissait. Le journal documente sa lutte initiale contre la malédiction, suivie d'une acceptation progressive et, finalement, de l'adoption de sa nature lycanthropique. Les dernières pages détaillèrent son arrivée à Millfield et ses projets pour Rebecca. Elle ne serait pas une victime, mais une compagne. Il prévoyait de la transformer lors de la prochaine pleine lune. Le journal mentionnait d'autres personnes comme lui, une meute répartie à travers le pays, des loups-garous qui communiquaient occasionnellement et partagèrent des techniques pour vivre sans être détectés. Les noms et les emplacements approximatifs figuraient sur les dernières pages. Des informations précieuses pour moi. J'ai mis tous les documents dans mon sac à dos. Puis j'ai fouillé systématiquement la maison à la recherche de tout autre objet pertinent. Dans le placard, derrière une planche détachée, j'ai trouvé une boîte de munitions, des balles en argent faites maison. Intéressant. Eric se préparait à affronter d'autres prédateurs surnaturels qui pourraient envahir son territoire. Avant de partir, j'ai fait une dernière vérification dans la cour. À côté du bois, j'ai remarqué un parterre de plantes qui se détachait de la végétation locale. Aconite, la même plante que j'ai utilisée dans mes balles. Eric cultivait sa propre réserve, probablement par mesure de précaution. L'ironie ne m'a pas échappé, tué par ses propres outils de protection. Une fois tout récupéré, j'ai soigneusement nettoyé toute trace de ma présence, et je suis parti. Je me suis rendu à l'église pour une brève rencontre avec le père Thomas. Il écoutait mon récit avec une expression grave, faisant le signe de croix lorsque j'évoquais le sort d'Eric. J'ai expliqué que Rebecca était en sécurité avec ses parents et que la version officielle était la violence domestique. Il a accepté de garder l'histoire, reconnaissant la nécessité du secret. Alors que je mettais mes affaires dans le coffre de la voiture, le curé m'a offert une petite caisse en bois. À l'intérieur se trouvait un chapelet avec des grains d'argent, un outil utile dans mon travail, mais pas pour les raisons que la plupart des gens imaginent. Je l'ai remercié pour le cadeau et pour sa confiance. Le moteur étant déjà en marche, le curé m'a demandé où j'allais maintenant. Je lui ai montré l'un des lieux du journal d'Eric, une petite ville de l'Idaho où, selon les notes, résidait une autre loup-garou. La prochaine chasse m'attendait déjà. Je suis sorti de Millfield avec le soleil du matin qui brillait pleinement. À la radio, Unchanson Country parlait de nouveaux départs et de secondes chances. J'ai pensé à Rebecca, à sa force tranquille face à l'horreur, à sa détermination à aller de l'avant. J'ai pensé à Eric, un homme qui a cédé à la bête qui était en lui, qui a choisi d'accepter la malédiction plutôt que de la combattre. Et je me voyais éternellement coincé entre ces deux mondes, l'humain et le monstrueux, sans jamais appartenir, pleinement à l'un ou l'autre. Mon épaule me faisait encore mal à cause des blessures, un rappel physique du danger auquel je faisais constamment face.
Mais la douleur était familière, presque réconfortante dans sa constance. Une autre cicatrice pour ma collection, une autre histoire pour mon journal personnel. Et dans les pages du journal d'Eric, encore du travail à venir. La route s'étendait devant moi comme toujours sans fin, solitaire, parsemée d'arrêts temporaires, où les monstres attendaient et les victimes avaient le besoin d'être sauvées. Les soleils se levaient dans le ciel, chassant les ombres de la nuit précédente. Mais je savais, mieux que quiconque, que l'obscurité revient toujours. Et quand elle viendra, j'attendrai. Je m'appelle Jake Aragon, je chasse des monstres pour gagner ma vie. Et tant qu'il y aura de créatures comme des loups-garous cachés dans l'ombre des petites villes, tant qu'il y aura des gens comme Rebecca ayant besoin de protection, mon travail ne sera jamais vraiment terminé. La prochaine pleine lune viendrait dans 30 jours. Quelque part, un autre prédateur surnaturel se préparait à chasser. Et je serai là, comme je l'ai toujours été, comme je l'aiserai toujours. Parce que dans la bataille éternelle entre l'humanité et les monstres, quelqu'un doit se tenir sur le seuil pour garder la frontière. Ce quelqu'un, c'est moi. C'est mon histoire, du moins jusqu'au prochain hurlement de la nuit.